Même chose pour sa mère Katharina, qui était petite, maigre et méchante. La famille déménage quand il a l'âge de 5 ans dans une ville voisine qui s'appelle Leonberg. Le jeune Johann fréquente l'école allemande, mais à moitié parce que sa mère le fait travailler dans les champs. Son père, il est mercenaire, il est souvent parti. Premier déclic astronomique, il a 6 ans et sa mère lui montre une comète. Et puis 3 ans après, en 1580, son père lui montre une éclipse de lune, deuxième déclic important. En 1583, Kepler achève un cycle de 3 ans, en 5 ans, un cycle qui normalement devrait durer que 3 ans, parce qu'on n'a pas laissé travailler comme il fallait. Là, ce sont les éléments négatifs. Par contre, il y a un élément très positif au début de son histoire, c'est que le duc de Wurtemberg, de son temps, est un duc qui est passé au protestantisme, mais qui est libéral et qui tolère parfaitement que telle commune soit catholique, telle autre protestante, ou que ce soit mélangé. La liberté religieuse existe dans le duché de Wurtemberg. Et dans ce contexte-là, eh bien, il y a des écoles catholiques et des écoles protestantes avec de l'émulation, et le duc de Wurtemberg protestant est attentif au fait qu'il y ait des futurs pasteurs, des futurs cadres religieux, et qu'il faut donc les former. Donc il a l'idée de recruter pour ces écoles les enfants bien doués, quel que soit le niveau de revenu de la famille. Alors, en 1584, Kepler a donc 13 ans, il est reçu à ce qui s'appelait le séminaire inférieur à Heidelberg, toujours dans le voisinage. Et puis 2 ans après, il est admis au séminaire, celui-là, supérieur, qui est encore ailleurs, à Maulbronn. Et ça, c'est une ville qui est connue parce qu'il y avait un ancien couvent cistercien qui datait du XIIe siècle. Cette image-là me paraît intéressante pour avoir une idée de ce qu'était l'horaire d'un élève de ce séminaire où allait Kepler à l'époque. 4 heures, l'eau des petits déjeuners toute la semaine, 6 heures dialectique, 7 heures pause, 8 heures rhétorique, 9 heures prière et catéchisme, 10 heures déjeuner et chant choral, midi Virgile, astronomie, Virgile, astronomie. Ah pardon, j'ai lu en ligne, ce sont les jours de la semaine, du Cicéron, du temps libre, encore du Cicéron, de la musique et de l'arithmétique, déjeuner, et puis selon les jours, donc ensuite, grec, lecture, grammaire et Démosthène, du temps libre, des verbes, du dîner, des compris. Donc des journées bien occupées, avec un mélange d'enseignement très nettement littéraire, très fortement tourné vers le latin, et puis du temps libre de la religion le dimanche. Point clé, Martin Luther a introduit la Bible, a fait traduire la Bible en allemand, la langue vulgaire, mais néanmoins, sous l'influence de Luther, les clercs, aussi bien protestants que catholiques, doivent apprendre le latin et le grec. Donc le latin servait de filtre, et Kepler, manifestement, s'est coulé très bien dans ce moule. Il a publié des tas de choses en latin. Et il n'est pas sûr qu'il ait été excellent en allemand écrit, parce que dans les écoles, on obligeait les élèves, paraît-il, à parler entre eux en latin. Alors, le système scolaire, il était double. Il y avait une orientation qui pouvait être religieuse, aboutissant au séminaire, puis à la faculté de théologie, et il y avait une voie parallèle avec des passerelles entre les deux pour une filière terminant avec le diplôme de la faculté des arts de l'université de Tübingen. Mais
dans les deux cas, c'est à Tübingen que s'achevaient les études. Et en 1588, Kepler a réussi son examen de fin d'études. Et puis en 1589, il a été accepté au Stift, le séminaire protestant de Tübingen, où les matières étudiées étaient l'éthique, la dialectique, la rhétorique, le grec, l'hébreu, l'astronomie et la physique. Donc c'est tout à fait important que dans ces études destinées à faire de lui un pasteur luthérien, eh bien, il a eu de l'astronomie et de la physique. Alors voici un portrait de Martin Luther, peint par Lucas Cranach l'Ancien en 1529, pardon. Et donc la personnalité, les orientations de Luther ont eu une influence sur Kepler à travers l'orientation politique prise par le duc de Wurtemberg. Alors Kepler, quand il est étudiant dans ce séminaire de Tübingen, a une nouvelle chance, qui n'est pas simplement une chance de financement, mais qui est une chance d'interlocuteur. Et je vais venir à cet interlocuteur dans le transparent suivant, mais pour l'heure, je vous montre la carte de l'Europe. Alors, après la mort de Kepler, parce que Kepler est mort en 1630, et là c'est 10 ans après, mais ça donne quand même une idée de ce qu'était à cette époque le Saint-Empire romain germanique. Sont marqués en rouge sur cette carte les lieux où Johannes Kepler a vécu. Donc, Leonberg n'est pas marqué parce que c'est trop près de Weiderstadt, donc où il est né. Ensuite, il y a Tübingen, il y a Graz, que l'on verra, il y a Prague, il y a Linz, où il a vécu de nombreuses années, mais je n'en parlerai pas beaucoup. Et puis il y a Sagan, où il a vécu les 2 ou 3 dernières années, et puis il est mort pendant un voyage. Mais il est toujours resté dans les frontières de ce Saint-Empire romain germanique. Alors ça, c'est un élément de contexte de l'époque. Il se trouve, c'est quelque chose qui s'est passé alors que le jeune Kepler avait 11 ans. Le calendrier utilisé dans le monde chrétien remontait à Jules César. Jules César était mort en 44 avant Jésus-Christ, donc le calendrier avait quelques années de plus. Et depuis le milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, jusque dans les années 1500, eh bien, le calendrier avait pris du retard sur les saisons que les gens avaient à vivre. Et ce retard se montait à 11 jours. Alors, donc c'était 1, 2, 3, 4 jours, les gens s'en accommodaient bien, mais au-delà de 10 jours, ça devait ne plus très bien convenir. De telle sorte que les gens se sont adressés au pape pour dire qu'il faut une réforme du calendrier. Et le pape a nommé évidemment une commission, et cette commission a décidé que le lendemain du 4 octobre 1582 serait le 15 octobre 1582, et la réforme a été adoptée 1584 dans les pays catholiques. Et curieusement, les pays protestants, même de longue allemande, ont été beaucoup plus longs à s'y mettre en Angleterre. Et en Angleterre, c'est aussi, je crois, dans le cours du XVIIIe siècle que ça a été pris. Et puis, souvenez-vous, on parle de la révolution d'octobre dans la Russie des tsars, le passage au communisme, mais dans le calendrier grégorien qu'a adopté sous la houlette du pape Grégoire, eh bien, les événements dits révolution d'octobre ont eu lieu en novembre parce que l'Empire des tsars, lui, orthodoxe et non pas catholique, n'avait pas adopté la réforme du calendrier. Alors, voici un homme, je dirais, providentiel, à la fois pour Kepler et pour l'astronomie. Il s'appelait Michael Mestlin. Et il
il était professeur dans ce séminaire évangélique, le Tübinger Stift, pendant les 5 années, un peu 4 ans et demi, que Kepler a passé. Et ce Michael Mesklin, il a su apprendre, enseigner à Kepler à envisager les phénomènes célestes des deux points de vue qui étaient connus, qui pouvaient être connus à l'époque. Le point de vue ptolémée qui était universellement adopté, et le point de vue de Copernic qui n'était considéré que comme une vision possible pouvant faciliter les calculs. C'est ce qui était dit dans la préface du De Revolutionibus Orbium Celestiarum de Copernic. Mais Mesklin, lui, personnellement, avait lu Copernic et était convaincu de la justesse des idées de Copernic sur le fait que c'est le Soleil qui est au centre plutôt que la Terre. Et sa contribution donc à la formation astronomique de Kepler a non pas été importante, elle a été tout à fait essentielle. Il y a quelque chose de beaucoup plus extraordinaire encore, c'est que les deux hommes, Mesklin, donc né en 1650, il avait 21 ans de plus que Kepler. Bon, il a survécu une année à Kepler, mais il avait une confiance totale de Kepler, et Kepler, ayant quitté Tübingen, néanmoins, a continué d'échanger, de correspondre avec Mesklin pour lui demander son avis, d'une part sur des problèmes astronomiques, et d'autre part sur des problèmes relationnels, diplomatiques, peut-être même religieux, ça je suis moins sûr. Donc Kepler lui écrivait de nombreuses lettres, et il attendait les réponses de Mesklin avec une impatience. Par exemple, lorsque Kepler a, comme on dirait aujourd'hui, perdu son emploi et qu'il était à la recherche d'un nouvel emploi, eh bien, il s'est tourné vers Mesklin par une lettre en lui disant « Maître, aidez-moi ». Il a presque sûrement écrit en latin, mais ça n'était pas un coup de téléphone, il y avait le courrier, et à un moment critique, Mesklin ne s'est pas rendu compte que Kepler était dans l'urgence. Néanmoins, Mesklin a vraiment aidé Kepler parce que Kepler s'est confronté lui-même à des calculs qui étaient très difficiles pour lui, et les encouragements de son ancien maître, certainement psychologiquement, ont dû lui faire du bien, parce qu'il n'avait personne d'autre qui fût à son niveau et qui fût capable de comprendre ce qu'il était en train de faire, ce qu'il recherchait et quelles étaient les difficultés qu'il rencontrait. Alors, je vais maintenant dire un certain nombre de choses qui se rapportent au premier ouvrage qui a fait connaître Kepler. Ce premier ouvrage était un ouvrage de jeunesse. Il l'a publié à l'âge, en 1596, à l'âge de 25 ans. Mais la publication de cet ouvrage, qui du point de vue de la science moderne ne comporte pas une découverte fracassante, a néanmoins été extrêmement important parce qu'il a fait connaître Kepler. Kepler était devenu un lettré écrivant en latin, connaissant bien les mathématiques, ayant des idées nouvelles, nous pourrions dire des idées farfelues, mais néanmoins des idées nouvelles, des points de vue nouveaux, et il a été lu par d'autres lettrés. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Et cet ouvrage, il l'a appelé le Mysterium Cosmographicum, le mystère cosmographique. Et il avait eu dans ce livre l'intention de prouver qu'il n'y avait pas de contradiction entre la doctrine de Copernic et la Bible. Eh bien, le doyen de la faculté de théologie protestante de Tübingen devait donner son imprimature à l'ouvrage, et il n'a pas ordonné, il a simplement conseillé à Kepler d'éviter, d'omettre les réflexions théologiques. Ce qui était après tout très sage, parce qu'à l'époque, au moment où ce livre a été publié, Kepler n'était plus un séminariste, la voie du pastorat, c'était fini,
parce qu'un événement incroyable a eu lieu, favorable pour lui, mais pour toute l'astronomie de notre monde. Kepler s'est vu, sans avoir rien demandé, proposer un poste, non pas d'ecclésiastique, mais professeur de mathématiques dans la ville de Graz, en Styrie. Et donc ça a été l'impulsion. Il n'était plus simplement un lettré se préparant à être pasteur. La carrière pastorale était mise de côté. Il s'adonnait aux mathématiques et à l'astronomie à plein temps. Et ça apparaissait dans ses titres de publication du livre. Donc voilà un professionnel de l'astronomie qui a des idées originales, les lettrés de l'Europe savante de l'époque, en Italie, en Angleterre et ailleurs, au Danemark avec Tycho Brahe, ils entendent parler de Kepler, le lisent, ils n'ont rien vu de tel durant leur vie. Et ce fut l'un des éléments décisifs. Donc Kepler a publié ce livre, mais sans maître de théologie, et c'était certainement sage, puisqu'après tout, il n'avait plus le statut de théologien, il n'avait pas l'autorité théologien pour le faire. Mais il a ajouté des arguments tirés d'un ouvrage d'un disciple de Copernic qui s'appelait Rhéticus, comme appendice à son livre. Donc quand c'est un appendice, ça n'a pas la même valeur de conviction, d'entraînement des collaborateurs que le reste. Alors, je n'ai pas été totalement cohérent dans la chronologie, je vais revenir donc un peu en arrière. C'est en 1594-94, il a 23 ans, il quitte Tübingen pour Graz, et là, il est professeur, il a été appelé pour enseigner les mathématiques dans une école fondée par les nobles pour l'éducation de leurs enfants. Et cette école protestante est en concurrence avec un collège catholique dirigé par les jésuites. Et Kepler, en même temps qu'il a ce poste de professeur, porte un titre et un poste, mais je ne sais pas s'il est rémunéré ou pas, parce que je n'ai pas eu accès à suffisamment de documents, je vous dirai pourquoi. Il a le poste de mathématicus provincial. Alors, évidemment, je mélange du français et du latin, mais mathématicus, ça c'est le titre officiel qu'il avait pour la région de Styrie. Seulement voilà, ces leçons ne sont pas très fréquentées. Et alors là, il en est, lui, très très choqué, malheureux, en se disant, mais mes cours doivent être mauvais et inintelligibles, et ne pas intéresser les élèves qui vont ailleurs. Alors en fait, la raison n'était pas la bonne, mais les élèves se disaient, probablement, j'ai de meilleures chances de faire carrière en prenant des matières littéraires, latin, grec, ou rhétorique, plutôt qu'en faisant des mathématiques. Donc on lui donne à enseigner des leçons de rhétorique. Ça, c'est pour la partie du professeur. Mais la partie du mathématicus la tâche du mathématicus consistait à élaborer un calendrier avec des horoscopes. Et c'est très important de parler de ce sujet pour deux raisons. D'abord parce que tous les astronomes du temps étaient versés en astrologie, et Kepler a sur ce sujet une boutade qui est vraiment très amusante, à savoir